Michel Barnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Michel Barnier. Vous êtes conseiller spécial auprès de la présidente de la Commission. Vous étiez? Vous n'êtes plus? Ça y est? Non, j'ai terminé. quitté Bruxelles. Et oui, donc vous définitivement avez quitté complètement Bruxelles. Oui, parce que ma mission est terminée. Bon. Et le traité que j'ai négocié a été ratifié par le Parlement il y a quelques semaines, donc j'ai terminé et je suis maintenant... Mais vous avez toujours vous entrer à Bruxelles, j'imagine, oui, Michel Barnier. Je garde la mémoire, le souvenir, et surtout je sais ce qu'il faut faire pour changer ce qui doit être changé à Bruxelles. La grande illusion. Journal secret du Brexit. C'est le livre que vous publiez chez Gallimard. On va revenir sur le Brexit. D'ailleurs, je voudrais savoir, c'est vous, petite anecdote pour commencer, c'est vous qui avez donné le Covid à Boris Johnson ? Je ne sais pas si on peut sourire de ça, mais un jour... J'en souris parce que vous en souriez quand même. Oui, mais c'est quand même une situation très grave. Et le Covid a créé tellement de souffrance, de solitude, de mort. Je ne crois pas qu'on puisse en sourire, mais j'ai eu droit pendant ces 4 années de négociations à toutes les campagnes, dans les tabloïds britanniques que vous connaissez. Oui. Il n'y a pas de cadeau, il y a pas mal de cynisme, et l'une de ces campagnes, c'était de m'accuser d'avoir, avec un point d'interrogation d'ailleurs, été le patient zéro qui avait communiqué à l'équipe britannique qui a eu le Covid 15 jours après moi, l'année dernière en mars, d'être le patient zéro. Et un jour, Boris Johnson me dit, je raconte ça dans le livre, alors c'est toi qui nous as communiqué le Covid. Je dis, peut-être que c'est le contraire, donc puis c'est arrêté là. C'est un coup tordu. Non, comment, Michel Barnier? C'est un coup tordu de la part des tabloïds. Oui, mais il y en a eu d'autres, j'imagine. Il y en a eu beaucoup, mais pour... Est-ce que les Anglais sont coutumiers du fait? Très franchement, ça ne m'a pas impressionné, parce que... Oui. Nous n'avons pas parlé à l'opinion britannique, même si nous avons expliqué la négociation. Moi, j'avais le souci de défendre les intérêts de l'Union européenne, des agriculteurs, des pêcheurs, des industriels, des citoyens. 4,5 millions de personnes, 4,5 millions de personnes qui voyaient leurs droits compromis, leurs droits de résidence. Vous savez qu'il y a 3,5 millions de Français qui vivent au Royaume-Uni. Il y a 1,5 million de Britanniques qui vivent chez nous. On a garanti les droits de toutes ces personnes. Bien, Michel Barnier, j'y reviendrai tout à l'heure, et notamment pour parler de la pêche et de l'attitude de l'Union européenne, de la Commission européenne, face à la Grande-Bretagne. Mais la Biélorussie, vous suivez évidemment de près ce qui s'est passé en Biélorussie, un État qui détourne un avion. Est-ce du terrorisme d'État? Est-ce que le président biélorusse s'est comporté comme un terroriste? Oui, c'est du terrorisme et c'est de la piraterie d'État. Oui. C'est de la piraterie d'État et c'est une dérive extrêmement grave. Ça s'est passé au-dessus d'ailleurs. Oui. Vous imaginez, vous êtes dans un avion, vous auriez pu y être, Jean-Jacques Bourdin ou moi, avec votre famille, pour des raisons personnelles ou professionnelles. Et puis vous voyez dans le hublot un chasseur qui vous oblige à atterrir sous prétexte qu'il y a une tentative d'attentat. Et là, on débarque 2 personnes qui sont opposantes. C'est de la piraterie d'État. Mais c'est tout le droit international mis en place après la guerre de 39-45 qui est mise à mal. Donc il faut être extrêmement clair très clair. Est-ce que les sanctions, alors Michel Barnier, est-ce que les sanctions aujourd'hui annoncées par l'Union européenne vous paraissent suffisantes? La réponse est oui. Je pense qu'il faut voir dans le détail. Elle cible des personnalités, des oligarques, un certain nombre de personnalités de Biélorussie pour les priver, pour geler leurs avoirs en quelque sorte dans l'ensemble du marché unique. Et donc vous voyez bien l'importance d'avoir une réponse européenne. Oui. Parce que tout seul, si on réagit, nous Français ou les Allemands de leur côté ou les Italiens de l'autre à la Biélorussie, ça n'impressionne pas beaucoup. Mais le marché unique, qui est juste à côté, où il y a beaucoup d'intérêts liés aux entreprises biélorusses, ça a plus d'importance. Plus l'interdiction du ciel unique européen pour toutes les compagnies. Oui, mais c'est suffisant, franchement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'Alexandre Loukachenko se moque un peu des recommandations, des sanctions de l'Union européenne, franchement? Oui, mais peut-être qu'il se moque, on verra bien à la durée, parce que ça a beaucoup de conséquences, ces sanctions. Je pense qu'il aurait tort de se moquer de son peuple. Trop longtemps, parce que les peuples ont des forces, ont des raisons. Vous avez vu, souvenez-vous, il y a une trentaine d'années, ce qui s'est passé. C'est un homme aux abois, selon vous? C'est le geste d'un homme aux abois? Moi, je pense que c'est un signe de fébrilité et d'inquiétude par rapport à tout ce qui se passe dans le peuple biélorusse, qui en a marre, qui en a assez, comme ça a été le cas il y a 30 ans, en Hongrie, en Pologne ou dans les autres pays d'Europe centrale. Et le peuple a sa propre force, et je pense qu'un jour, le peuple va gagner. Est-ce que Loukachenko aurait-il pu détourner cet avion sans l'aval de Moscou? Franchement.
Vous connaissez bien, vous avez été ministre des Affaires étrangères. On connaît Michel Barnier. On connaît les liens et le soutien réciproque de ces deux leaders. Franchement, je ne peux pas faire de procès d'intention parce que je ne sais pas. Vous ne voulez pas faire de procès d'intention, néanmoins vous avez des doutes, Michel Barnier. Je ne suis pas sûr que, quand on connaît ce personnage du président biélorusse, je ne pense pas qu'il ait besoin d'être encouragé pour faire ce genre de choses. Il en a fait d'autres. Est-ce qu'il est essentiel aujourd'hui d'obtenir la libération de l'opposant arrêté lors de ce détournement? Moi je pense que si la Biélorussie veut retrouver des relations normales avec ses voisins, et pas seulement la Russie, il faudra qu'il libère très vite ses opposants. Vous demandez sa libération? Absolument. Évidemment. Michel Barnier, la Russie, qui doit être considérée comme un adversaire. C'est Bernard-Henri Lévy qui dit cela. Oui, mais moi je ne prends pas mes leçons de diplomatie chez Bernard-Henri Lévy. Je l'écoute comme d'autres. Nous devons parler avec clarté, avec franchise, avec rigueur à la Russie, mais la Russie est là, elle va le rester, si je puis dire, et donc nous avons intérêt pour la stabilité de notre continent à avoir un dialogue rigoureux et constructif avec la Russie. Rigoureux et constructif, et vous avez peut-être entendu le président de la République, Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse hier à Bruxelles, dire qu'il fallait revoir nos relations avec la Russie. Oui, il faut savoir ce qu'il veut mettre derrière ce mot de révision. Révision de nos relations, oui. Elles sont en difficulté, ces relations. Pas seulement d'ailleurs celles de la France avec la Russie, mais celles de l'Union européenne. Donc, mais je pense qu'il faut reprendre le dialogue et être très rigoureux sur un certain nombre de sujets, mais en même temps faire attention à l'importance de la Russie. On parle de la Biélorussie et de ce qui se passe en Europe, mais vous savez que le rôle de la Russie est très important en Syrie, en Libye, en Afrique. Donc on a besoin de ce dialogue aussi pour la stabilité et la sécurité. Et la crainte de voir la Russie se tourner vers la Chine. Michel Barnier, le Brexit, j'y reviens. La pêche, où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que la Grande-Bretagne respecte ses engagements? Oui ou non? La réponse est non. Et pas seulement sur la question de la pêche. Le plus grave, Jean-Jacques Bourdin, c'est l'Irlande. En Irlande, il ne s'agit pas de commerce, de marchandises, il s'agit de la paix. De la paix. Et je rappelle qu'il y a une vingtaine d'années s'est arrêté un conflit entre le Nord et le Sud et les différentes communautés d'Irlandais qui a provoqué 4000 morts. Et qui s'est conclu avec un accord qu'on appelle le Good Friday Agreement. Et là encore, il y a des tentatives ou des menaces ou des provocations britanniques pour ne pas respecter l'accord que je décris dans ce livre. Oui. Nous avons fait 2 accords avec les Britanniques. Le premier, c'était le Brexit politique et institutionnel, le divorce. Oui. Jamais agréable, et au terme duquel on a trouvé une solution pour l'Irlande, pour qu'on puisse préserver la paix, ne pas avoir de frontières du tout. Quand vous êtes en Irlande, vous êtes ici à ma place, en Irlande du Nord, Royaume-Uni, et vous êtes à votre place, vous êtes en République d'Irlande, Union européenne. Et on ne peut pas faire de frontière entre les deux, parce que sinon la paix est mise en cause. Donc on doit contrôler, et donc on contrôle tous les produits à l'entrée de l'île. La pêche est le deuxième accord que nous avons fait toute fin de l'année, le 24 décembre, et là encore, il est très précis, 1400 pages sur l'ensemble des relations futures avec le Royaume-Uni, et la pêche, les pêcheurs français ont raison. Ils demandent simplement qu'on respecte cet accord et qu'on leur donne les licences dont ils ont besoin dans la Manche, autour des îles anglo-normandes, autour de Jersey. Et les Britanniques multiplient les contraintes. Mais que devons-nous faire maintenant? C'est retarder le protocole d'accord, l'accès au marché financier européen, par exemple? Non, ça aura des conséquences. Donc je recommande aux Britanniques de faire très attention. Il y a dans l'accord que j'ai signé des mesures de compensation. On peut empêcher les pêcheurs britanniques qui pêchent une partie dans nos eaux de venir. On peut rétablir des tarifs douaniers. On peut suspendre l'accord. J'espère qu'on sera suffisamment intelligent des deux côtés pour partir de cet accord et garder un esprit de coopération. Parce que la vérité, c'est quoi, Jean-Jacques Bourdin? C'est que dans le monde qui vient, dangereux, instable, on l'a vu, injuste, on a plein de menaces devant nous. D'autres pandémies, le Covid, c'est pas la dernière pandémie, d'autres pandémies humaines et animales. On a des attaques terroristes qui vont arriver, on a la pauvreté qui provoque des migrations, on a les marchés financiers, des risques de crise financière. N'ayons pas la mémoire courte, ça fait à peine 10 ans qu'on a vu cette crise financière, ces banquiers qui se croyaient tout permis, plutôt à qui on avait tout permis de détruire des millions d'emplois. Il y aura d'autres crises et on a besoin de coopérer avec les Britanniques d'une manière ou d'une autre. Oui, on a besoin d'Europe. C'est pas vous qui allez dire le contraire. Une Europe tout de même impuissante. Regardons, l'un des sujets de la présidentielle sera l'immigration. Je vais vous parler de la présidentielle, Michel Barnier, mais l'un des sujets sera l'immigration. Vous le savez bien. L'Europe impuissante, désunie face à ce qui s'est passé à Ceuta
Franchement, le Maroc qui ouvre ses frontières pour punir l'Espagne. Et que fait l'Europe? Où est-elle, l'Europe? Non, l'Espagne agit au nom de l'Europe. Oui. L'Europe est pas le soutien à l'Espagne m'a semblé bien timide. Nous avons été solidaires de l'Espagne, puisque l'Espagne est un pays de l'Union européenne et qu'elle doit maîtriser ses frontières, puisque à ce état, les frontières de l'Espagne sont les nôtres. Et c'est le problème que nous avons partout. Alors, est-ce que l'Europe est impuissante? Je ne le crois pas. Elle est imparfaite, à coup sûr. Et le problème, surtout en matière d'immigration? Pas seulement, il y a d'autres défauts. Pas seulement, mais en matière d'immigration? Oui, elle est imparfaite. Les frontières ont été trop longtemps des passoires. Et si on supprime les frontières à l'intérieur de l'Europe, ce qui est un beau projet pour circuler librement, comme on le fait aujourd'hui, alors la condition, c'est qu'on contrôle les frontières extérieures et que toute personne qui rentre dans l'Union européenne soit contrôlée quand elle sort et quand elle rentre. Vous proposez une immigration, un moratoire sur l'immigration, j'ai vu cela. Un moratoire de combien de temps? J'ai dit 3 à 5 ans, mais ça peut être aussi selon les sujets, parce que dans l'immigration, vous avez différentes procédures, différentes populations. Mais vous avez des réfugiés qui ont droit à être accueillis quand ils sont vraiment des réfugiés politiques. Vous avez une population d'immigration économique. Vous avez des mineurs isolés. Donc il faut peut-être différencier. Nous travaillons, je travaille depuis plusieurs mois avec une équipe très sérieusement et des parlementaires pour dire les choses clairement. L'immigration, la politique d'immigration en France ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas non plus en Europe. Donc si elle ne fonctionne pas, il faut la changer. Et pour la changer, il faut savoir prendre le temps d'évaluer toutes ces procédures en France et les changer quand il faut les changer. Prendre le temps aussi de construire un consensus en France sur cette question qui est explosive. Prendre le temps de discuter avec nos partenaires européens pour mieux contrôler les frontières. Et prendre le temps de discuter avec les pays d'où partent toutes ces personnes, parfois dans des conditions dramatiques et inhumaines, on l'a vu, les pays d'émigration pour négocier avec eux, y compris le co-développement. Mais le moratoire de 3 à 5 ans ne concerne pas les étudiants, j'imagine. J'ai dit un moratoire différencié, pas les étudiants. Regroupement familial? Ça peut concerner le regroupement familial. Ça peut concerner le regroupement familial. Pendant 3 à 5 ans, plus de regroupement familial. Je pense qu'il faut absolument revisiter les conditions dans lesquelles le regroupement familial est effectué chez nous. Et avec les travailleurs saisonniers? Oui, mais j'ai dit différencier. Ne me demandez pas les réponses, Jean-Jacques Bourdin. Non, mais je vous demande des précisions. Ce ne sont pas des réponses, ce sont des précisions. J'ai dit différencier. Et dans quelques semaines, avec mon équipe, nous indiquerons dans quel sens est le contenu de ce moratoire. En tout cas, ce n'est pas un coup que je fais. Contrairement à ce que certains ont dit, j'essaie de regarder les problèmes de notre pays. Celui-ci en est un très grave, puisque c'est un peu l'unité de notre pays qui est en cause, et de dire qu'un moratoire nous permet de revisiter, de me remettre à plat toutes les procédures, de les maintenir quand elles fonctionnent et de les changer quand elles ne fonctionnent pas. Est-ce qu'il faut supprimer le statut de réfugié aux personnes qui commettent des délits et des crimes en France? À toute personne qui commet des délits en France et qui n'est pas française doit être expulsée. Oui, c'est ce que propose Marine Le Pen. Là, vous êtes d'accord avec elle? Je ne m'occupe pas des autres, ni surtout pas de Madame Le Pen. Je m'occupe des problèmes qui préoccupent les Français et il faut apporter d'urgence à ces problèmes, objectivement, calmement, de manière humaine et digne, des réponses concrètes. C'est ça qu'attendent les Français. Des quotas d'immigration, vous êtes favorable ou pas? Je pense qu'il faut probablement imaginer un système d'immigration à points, d'immigration choisie, d'immigration par quota. Ce n'est pas un mot tabou pour moi. Et c'est tout cela qu'il faut mettre dans un débat ensemble et recréer un consensus sur cette question. Oui, vous êtes en train de construire votre candidature à la présidentielle. On l'a bien constaté là, à travers vos propositions autour de l'immigration. Seriez-vous celui que la droite n'attendait pas, Michel Barnier? Donc, j'ai dit et je répète devant vous et à votre micro que je prendrai ma part à ce débat présidentiel. Je suis un homme politique, même si j'ai passé un certain nombre d'années à Bruxelles, je suis resté un homme politique ancré, les pieds sur terre, dans ma région de Savoie, où j'ai été une vingtaine d'années, avec une expérience peut-être utile pour rassembler, pour réunir et pour remettre du collectif dans la gestion de notre pays. Je participerai à ce débat. Maintenant, vous me parlez des présidentielles. Le moment venu, je dirai ma décision. Quand? Le moment venu. Ce moment n'est pas venu. C'est pas le fût du canon. Mais c'est pas vous qui me direz mon calendrier. Non, mais ça c'est sûr, Michel. Moi, je vous demande votre calendrier. Je ne demande pas votre réponse. Je vous demande votre calendrier. Mon calendrier, ça sera évidemment après l'été,
Pourquoi? Parce que les Français ont d'autres soucis, ils ont d'autres angoisses. Il y a d'autres souffrances, notamment les jeunes et tous les gens qui sortent à peine de cette crise, sans parler de tous ceux qui en ont souffert, y compris avec beaucoup de morts. Les Français ont d'autres soucis actuellement. Il faut que l'économie reparte. Il y a des élections régionales et départementales très importantes pour la vie quotidienne, dans les jours qui viennent. Ne les passons pas par pertes et profits, elles sont importantes. Et puis, il y a, et d'ailleurs j'étais en Auvergne avec Laurent Wauquiez la semaine dernière, je serai avec Jean Rotner cette semaine dans le Grand Est, j'apporte mon soutien à ceux qui me le demandent dans les régions. Est-ce que vous voteriez Renaud Muselier? Oui, sans hésitation. Sans hésitation. Il a été un bon président, il sera un bon président, voilà ce que je pense. Donc les Français ont d'autres soucis. Vous êtes au-dessus de toutes ces chamailleries internes aux Républicains. Moi, franchement, on en a marre de ces querelles, de ces divisions, de ces batailles, de ces hommes politiques qui se parlent entre eux. Moi, j'avais envie de parler aux Français, c'est aussi simple que ça. La troisième raison pour laquelle je ne vous dirai pas ma réponse aujourd'hui, parce que c'est une réponse grave. Mais vous viendrez me la dire, Michel Barnier. Si vous m'invitez, je viendrai. Bien sûr. C'est que ma famille politique est divisée, vous venez de le dire, beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de talent dans cette famille. Mais pour beaucoup de candidats déjà. Et il n'y a pas de chef d'équipe. Donc il y a de quoi faire une belle équipe de France, mais il n'y a pas encore de chef d'équipe. Avec un chef qui s'appelle Michel Barnier. Écoutez, c'est vous qui le dites. Mais non, c'est pas moi qui le dites, c'est vous qui le direz à la rentrée. Il fait ça pour exister, c'est qu'on entend. C'est ce qu'on entend chez vos amis politiques. Je l'ai entendu moi-même. Est-ce que vous faites ça pour exister? Non, mais je crois que j'existe. Enfin, si je n'existais pas, vous ne m'auriez pas invité ce matin. Évidemment. Si je n'existais pas, je n'aurais pas fait ces 4 années de négociations pour défendre l'Union européenne vis-à-vis des Britanniques. Donc, je n'ai pas franchement de preuve à donner de ça. J'existe avec ma manière, j'existe avec ma méthode, qui est celle de travailler en collectif, de mettre des gens ensemble, de respecter. Les Français ont besoin de considération. Franchement, Jean-Jacques Bourdin, je pense depuis longtemps que chaque citoyen est nécessaire. Chaque entreprise est nécessaire. Et les gens ont besoin d'être considérés, d'être respectés, d'être utiles. Et je rêve un peu comme je l'ai fait au moment des Jeux Olympiques avec Jean-Claude Killy et d'autres, que chaque Français soit fier de participer à la France, soit fier de son pays. Et c'est ça qu'il faut recréer comme sentiment national. Patriote et européen. Oui. C'est ce que vous êtes. Oui, gaulliste et européen. Je suis patriote européen. Mais gaulliste, tout le monde se réclame du gaullisme. Marine Le Pen la première. Oui, mais ça, c'est pas ça qui me console. Ça n'a pas été le cas tout le temps. Tout le monde n'a pas été gaulliste. Moi, je l'étais quand j'avais 14 ans. C'est ma fierté de l'avoir été à ce moment-là. Le général de Gaulle était au pouvoir. Mais je reconnais que pour les jeunes qui nous écoutent, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui. Je suis patriote. Je suis fier de mon pays. J'ai cette passion pour la France et je pense que cette passion passe aussi par travailler avec les autres. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, la vérité, c'est que si on n'est pas ensemble sur un certain nombre de sujets que j'ai cités tout à l'heure, on est foutu, on n'existe plus. Moi, j'ai pas envie que l'avenir de mes enfants se fasse à Washington ou à Pékin. Donc je suis français, passionnément français. Ni à Bruxelles. Et à Bruxelles pour une part, mais là, à Bruxelles, c'est pas les autres qui décident pour nous. Nous décidons avec les autres, à condition d'avoir de l'influence. C'est une autre question. Est-ce que nous avons perdu de la souveraineté, Michel Barnier? Pas de la souveraineté, on a perdu de l'influence. Depuis une dizaine d'années, notre pays est moins influent. Il y a un déséquilibre dans le couple franco-allemand. Et l'influence, elle ne se décrète pas par des attitudes incantatoires ou par des postures, et surtout pas par de l'arrogance. Emmanuel Macron? Je dis depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, nous perdons de l'influence. Et cette influence, elle ne se décrète pas, elle ne tombe pas du ciel. Il faut la construire avec de l'attention aux autres et de la méthode. Voilà. Et de la méthode. L'Europe encore, avec le pass sanitaire, certificat Covid européen, indispensable pour la circulation absolument des uns indispensable. Et des autres. Oui. On parle des jeunes qui ont envie de retrouver une vie normale, de circuler. Beaucoup d'autres aussi, du tourisme qui est si important pour la France et pour d'autres pays dans lesquels il faudrait investir davantage. Et tout ce qui permet de circuler librement et en sécurité, en sécurité, est bien à prendre. Et donc le pass européen, c'est une bonne idée. Et la vaccination obligatoire pour certaines professions, comme le recommande l'Académie de médecine? Il y a la liberté individuelle qui s'arrête actuellement là où on met en cause ou en risque la sécurité des autres. Moi, je pense que le mouvement qui est enclenché, celui de la vaccination générale, est le bon mouvement. Et il faut faire de la pédagogie, il faut dire aux gens pourquoi c'est important. Il faut que les sportifs, les jeunes, les chanteurs s'y mettent. Et donc, qu'on montre que la vaccination est un acte normal et nécessaire pour soi-même. J'avais fait un livre il y a quelques années pour l'écologie qui s'appelait « Chacun pour tous ». On est exactement sur ce thème. Chacun pour tous. Chacun doit faire attention à lui-même et pour les autres. L'écologie. Parlons-en. Oui, parlons-en. Parlons-en. L'écologie au niveau européen, ça patine? Ça patine ou pas?
Non, ça ne patine pas. L'Europe a tenté de présenter et a voulu présenter un plan qui s'appelle le Green Deal, en patois savoyard, si je puis dire. Le plan vert, et c'est un plan très ambitieux. Nous sommes le continent en matière de réduction des effets de gaz à effet de serre qui est le plus important, le plus ambitieux. Maintenant, il faut que ça s'applique, mais pas une écologie radicale, utopique et qui... une écologie compatible avec l'économie de marché. Une écologie qui prône une croissance durable et une croissance écologique, ça veut dire une croissance qui respecte les ressources, les espaces naturels qui ne sont ni gratuits ni épuisables. Je ne suis pas pour la décroissance. Je pense qu'il faut garder une part de nucléaire importante dans notre pays, qui est une chance, à condition de maîtriser les risques. Il faut une écologie humaniste et concrète. C'est celle que j'ai d'ailleurs... j'ai montré que c'était possible quand j'étais ministre de l'Environnement, par le dialogue, par de grands chantiers écologiques qui marche toujours, comme la Loire ou le Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Donc je pense que c'est possible dans ce pays de faire de l'écologie, parce que c'est une nécessité vitale, mais pas contre les paysans, avec eux, pas contre les entreprises, mais avec elles. Merci Michel Barnier. Je rappelle le titre de votre livre, La Grande Illusion, journal secret du Brexit. Rendez-vous à la rentrée, alors, Michel Barnier. Dès que vous m'inviterez, je viendrai avec plaisir. Merci Michel Barnier. Il est 8h54, vous êtes sur RMC BFM TV.